Bonjour, pourquoi prendre soin de soi est essentiel et comment s'y prendre? C'est le sujet de cette vidéo. Prendre soin de soi est le premier pilier de vivre l'essentiel et donc j'avais envie qu'on le détaille un petit peu plus. Et donc on va d'abord voir en quoi c'est si important et puis ensuite nous verrons 7 façons de prendre soin de soi qui sont complémentaires. Avant tout, je voudrais commencer par un mot sur notre système économique dans lequel le poids de l'industrie pharmaceutique est absolument gigantesque. Entre 1999 et 2017, cette industrie a engrangé 1019 milliards d'euros de bénéfices, dont plus de 90% ont été redistribués en dividendes ou en rachat d'actions. Alors, au-delà de toute considération économique, politique ou éthique, je vous parle de ça parce que je pense que ce fonctionnement, sociétal avec ce poids de l'industrie pharmaceutique a eu un impact direct sur nos comportements au quotidien. Beaucoup d'entre nous n'accordent que peu d'attention à leur vitalité et à leur bien-être et vont chez le médecin chaque fois qu'ils sont malades dans l'attente d'avoir un médicament qui va résoudre le problème, qui va les soigner. Et je pense que ce fonctionnement a laissé s'immiscer une forme de passivité en nous déresponsabilisant en quelque sorte de notre état de santé. Puisque finalement, il suffit de prendre un médicament pour que tout rentre dans l'ordre. Si je vous dis ça, c'est pas par hasard, c'est parce que la France est le pays européen qui bat tous les records en termes de prescription médicamenteuse. Plus de 90% des consultations chez le médecin se soldent par une ordonnance pour aller à la pharmacie prendre un médicament quelconque. Ce qui me gêne là-dedans, c'est pas du tout le fait qu'on ait des médicaments ou notre système français qui permet quand même à un grand nombre de se soigner. C'est plutôt que nous sommes passés d'une logique ancestrale de prévention à une logique de je ne fais rien et je tombe malade et le médicament me soignera. Finalement, cette logique a totalement détruit notre bon sens quotidien qui était de prendre soin de nous, évitant ainsi, par prévention, le développement des maladies ou du mal-être en général. Toutes les civilisations anciennes, quelles qu'elles soient géographiquement, et quelles que soient leurs différences, intégraient dans le quotidien les soins du corps et de l'esprit et de l'âme. Par exemple, les bains d'eau chaude et les massages évacuant les tensions et redonnant souplesse aux tissus faisaient partie intégrante de la vie, aussi bien en Islande qu'autour du bassin méditerranéen ou jusqu'au Japon par exemple. Prendre soin de soi régulièrement est à mon sens une question de survie, de vie en étant bien. D'autant plus à notre époque où, pour beaucoup d'Occidentaux, le corps est en grande partie coupé de son fonctionnement initial. Aujourd'hui, nous devons faire face à de très nombreuses sources de stress, à un afflux d'informations que notre cerveau ne peut absorber, à des milliers de concepts qui sont des vues de l'esprit, issus tout droit de l'imagination des cerveaux humains. La mondialisation nous a amenés à encaisser émotionnellement les catastrophes qui ont lieu à l'autre bout de la planète. C'est-à-dire que notre conscience et notre inconscient ne font plus face uniquement aux événements qui nous touchent de près, qui touchent notre cercle proche, mais bien à l'ensemble de la misère du monde, du moment qu'elle est filmée et relayée par les médias. Alors, nous savons que toutes les informations que nous captons ont un impact réel sur notre organisme. Que ce soit des mauvaises nouvelles, de la violence, des pensées négatives qui nous dévalorisent, qui nous comparent aux autres, qui nous angoissent. Tous ces éléments mettent notre système nerveux en tension.
Notre système nerveux est fait pour monter très rapidement en état d'alerte et sécréter l'adrénaline et le cortisol qui nous donnent les moyens d'agir vite face à un danger, pour fuir par exemple ou pour faire face au danger. Le problème, c'est que notre mode de vie occidental et citadin maintient notre organisme à ce niveau de stress de façon quasi permanente. Et il n'est pas fait pour subir ce stress tout le temps. Notre organisme ne peut pas fonctionner ainsi. Alors certains médecins-chercheurs vont jusqu'à dire que le déclenchement d'une maladie, comme par exemple un cancer ou une maladie chronique, interviendrait parfois plus de 10 ans après le début du déséquilibre biologique ou psychologique subi. Ça sous-entend que notre corps, peut-être, pourrait nous donner des signaux faibles avant que nous n'avons pas vu, que nous n'avons pas su entendre. Dans de nombreuses approches ancestrales de la santé, il était déjà acquis que la maladie est le dernier signal d'alerte nous indiquant que quelque chose ne va pas, qu'il y a un déséquilibre, des tensions, peut-être des abus ou peut-être au contraire un manquement. Chacun d'entre nous possède un unique corps pour vivre notre expérience terrestre. Il nous offre un panel de sensations extraordinaires. Il nous permet tellement de choses que nous devrions peut-être le choyer davantage et entendre les médecines anciennes qui prônaient la prévention par l'attention qu'on lui porte. L'entretien régulier du corps et de l'esprit permet d'en profiter pleinement, permettent de profiter de leur capacité pleinement. Alors, prendre soin de soi, ça veut dire quoi ? Prendre soin de soi, à mon sens, c'est fournir à son corps ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, parce que c'est ce qui va permettre d'être en bonne santé, de vous sentir plein de vitalité et d'énergie pour faire de vos journées ce que vous voulez. Prendre soin de soi, c'est aussi créer les conditions qui sont favorables à notre esprit et éviter de faire subir à notre organisme ce qui le détériore à petit feu, bien souvent sans que nous en ayons conscience. Finalement, prendre soin de soi recoupe tout un tas de sujets qui sont complémentaires et que nous allons voir. En tant qu'organisme vivant, nous sommes un écosystème faisant partie d'un écosystème plus grand. Je ne crois pas aux recettes miracles, je ne crois pas à tous ces produits détox, je ne crois pas à tous ces régimes à la mode, je crois à une approche simple et globale pour prendre soin de soi en appréhendant notre organisme dans son ensemble. Et comme nous faisons partie d'un système, prendre soin de soi amène incontestablement à prendre soin de plus que soi. Cela nous amène à prendre soin de la terre et notamment des sols, à vivre dans un plus grand respect de la nature et de ce qu'elle nous offre. Ce que j'appelle l'écologie personnelle est à mon sens à la frontière entre l'écologie intérieure et l'écologie extérieure. C'est l'intention d'agir sur soi, à partir de soi, en ayant une action positive pour soi et pour plus que soi. Alors, comment s'y prendre ? Quelles sont les 7 pistes que j'ai identifiées dans mon parcours ? La première, c'est bien dormir. Saviez-vous que l'effet de 18 heures d'éveil, donc sans sommeil, engendrait le même état que 0,5 g d'alcool dans le sang ? Saviez-vous que 24 heures d'éveil, soit une nuit blanche, équivalait à un taux d'alcoolémie d'1 gramme par litre de sang ? J'imagine que vous avez déjà vécu cette sensation après une nuit blanche, d'être dans le brouillard, d'avoir des pertes d'équilibre, peut-être la tête qui tourne, d'être plus lent à réfléchir, plus de difficultés à mener un raisonnement, des gestes moins rapides. Un sommeil en quantité suffisante et de bonne qualité est absolument indispensable à notre survie. Je vous dis ça alors qu'il fut un temps où je pensais de toute bonne foi que dormir était une vraie perte de temps. À cette époque, j'étais happée par mon travail et mon exigence envers moi-même, et j'étais entraînée dans ce cercle vicieux qu'entretient notre société, nous faisant croire que le temps doit absolument toujours être productif. Quand je ne produisais rien,
je pensais que je perdais mon temps, et par-dessus ça s'ajoutait donc la culpabilité. Il n'a pas fallu longtemps à mon organisme pour réagir et m'envoyer quantité de signaux. Et j'ai appris à prendre le temps, en commençant par dormir suffisamment et quand j'en avais besoin. Même si nos besoins en sommeil varient d'un individu à l'autre, et qu'ils sont en grande partie héréditaires, en moyenne, il est quand même reconnu qu'il faut 8 heures de sommeil à peu près par nuit pour être bien. Plusieurs études ont démontré que le manque de sommeil, qu'il soit ponctuel ou régulier, avait une incidence sur de nombreux éléments de notre santé. Le premier, c'est l'aggravation des risques de maladies comme l'obésité, le diabète, les cancers, les maladies cardiaques. Ce risque est beaucoup plus élevé quand on manque de sommeil. Ça peut aller jusqu'à 2,5 fois plus de chances de développer ces maladies. C'est énorme. Et puis, notre système immunitaire est affaibli par le manque de sommeil puisqu'il n'a plus la capacité de se régénérer comme il le faudrait. Il n'est plus aussi performant contre les infections courantes et autres virus saisonniers. S'accorder un sommeil réparateur et régulier est donc primordial pour votre santé car l'ensemble de votre métabolisme et du mien en dépendent. Bien dormir nous offre une régénération de notre énergie, améliore notre santé physique, mais aussi psychologique, car vous êtes plus en capacité de gérer vos émotions, d'y faire face, de gérer les différentes situations de la vie courante à laquelle vous pourriez être confronté. Et puis, quand on dort bien, on a meilleure morale. Malheureusement, aujourd'hui, le temps de sommeil est souvent ce qui est réduit en premier face aux multiples obligations du quotidien qui ne cessent de s'additionner. La deuxième piste, le deuxième sujet, la deuxième façon plutôt de prendre soin de soi que j'avais envie de développer avec vous, c'est s'alimenter sainement avec gourmandise. Et j'insiste sur la gourmandise parce que je suis une très très grande gourmande. Alors en 2017, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation concluait que le rôle de l'alimentation dans l'augmentation ou la prévention de certaines maladies comme le cancer, l'obésité ou les maladies cardiovasculaires est aujourd'hui scientifiquement établi. C'est comme pour le sommeil. C'est Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton médicament, nous sommes ce que nous mangeons, et nous mangeons d'abord pour donner du carburant à notre organisme. Alors j'espère que vous allez me pardonner cette métaphore qui n'est pas très jolie, mais qui explique bien ce que j'ai envie de vous partager. Si je mets du diesel dans ma voiture alors qu'elle roule avec de l'essence, eh bien le moteur ne fonctionnera pas. C'est pareil pour notre corps. Si je le nourris d'aliments qui ne contiennent pas les nutriments dont il a besoin, les protéines, les fibres, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, il ne pourra pas fonctionner correctement. Si je lui donne des aliments qui ne font que remplir l'estomac mais n'apportent aucun nutriment, ce qui est le cas d'une majorité de l'alimentation qui nous est proposée, et notamment des produits transformés, eh bien l'effet est délétère. Parce qu'en plus d'appauvrir notre organisme, ces aliments lui demandent une énorme quantité d'énergie pour être traités, filtrés et ensuite évacués. Pourquoi est-ce que ces aliments demandent une trop grande quantité d'énergie? Parce qu'ils sont trop gras, trop acides, trop sucrés, trop salés. Et puis aussi parce que beaucoup de ces aliments sont passés par le processus du cracking, qui est un processus industriel qui artificiellement décortique les différentes molécules et les différents composants des aliments pour les isoler et ensuite les recomposer. Or, nous savons aujourd'hui que manger une carotte dans un plat où tous les constituants de la carotte ont été décomposés et donc les chaînes de molécules craquées, c'est-à-dire rompues puis recomposées, eh bien ça n'apportera pas du tout la même chose à notre organisme que de manger simplement une carotte telle qu'elle est quand on la prend de la terre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est ce dont je vous parlais au début, la gourmandise. Et à mon sens, c'est essentiel à notre bien-être. Alors, j'ai encore plus envie de vous parler de ça, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un homme dont la phrase m'a marquée. Nous parlions de plein de sujets et notamment du lien entre alimentation et santé. Et il m'a dit cette phrase, je cite, « J'ai compris très jeune qu'il ne fallait retirer aucun plaisir de la nourriture car tous nos maux viennent de là. » J'étais sous le choc. J'étais sous le choc parce que la philosophie de cet homme avec qui j'ai beaucoup apprécié échanger sur d'autres sujets, eh bien, je ne la comprenais pas. Et il m'a expliqué, accompagné différentes personnes dans un cheminement menant à mieux s'alimenter, notamment pour des questions de santé. Et il m'a expliqué être complètement décontenancé et découragé par ces personnes qui ne font aucun effort et qui n'ont pas envie finalement de changer leur alimentation et de mieux manger, en tout cas plus sainement. Et en fait, ça me semble évident. À mon sens, il n'est pas possible d'avoir envie de mieux manger sans que cela soit corrélé au plaisir que l'on retire de notre alimentation. Je trouve même que c'est contre-productif. Qu'est-ce qui fait que je mets de l'énergie dans le fait de faire mes courses, de faire mon marché, d'aller chez les petits producteurs, récupérer des produits de qualité directement issus de la terre? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de passer du temps à préparer de bons petits plats, à cuisiner, à tout faire maison? Mais c'est en grande partie le plaisir que j'en retire gustativement. C'est en grande partie ça qui me motive. Évidemment, deux des effets positifs. Le premier, c'est sur ma santé, c'est bénéfique. Le deuxième, c'est sur la planète, c'est bénéfique. Quand on consomme des produits qui sont issus d'une agriculture à petite échelle, raisonnée, respectueuse de la biodiversité des sols, évidemment que ça a un impact plus positif que de manger une alimentation issue d'une agriculture intensive, pleine de pesticides, glyphosate et compagnie. Cependant, quand même, la première motivation, c'est le plaisir qu'on en retire. Donc, à mon sens, commençons par rééduquer nos papilles, par redécouvrir les plaisirs du goût, des saveurs, des textures, des couleurs, des formes, des associations de saveurs. Et ensuite, peut-être nous aurons envie de nous intéresser aux aliments et à leur préparation. En tout cas, à mon sens, le lien entre alimentation et santé n'est plus à discuter, mais par contre, peut-être que la façon de le faire est à discuter. Et à mon sens, le lien entre la gourmandise et le fait que ce soit bon pour notre santé et bon pour notre planète est absolument évident et inséparable. La troisième approche pour prendre soin de soi est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans les mœurs, c'est d'avoir une activité physique adaptée. À ça, j'ai envie d'ajouter une activité, donc évidemment physique adaptée à soi, à notre organisme, à nos capacités, mais aussi j'ai envie d'ajouter non traumatisante. C'est-à-dire savoir être attentif à nos ressentis et savoir s'arrêter quand le corps nous envoie les premiers signaux faibles qui nous disent « Attention, là, t'as trop tiré sur ça. Attention, finalement, ce sport ou ce mouvement, peut-être à répétition, ne me convient pas tout à fait. » C'est être capable de diminuer et d'ajuster la pratique de façon à ne pas engendrer un traumatisme physique à l'organisme. Ensuite, la quatrième façon de prendre soin de soi, c'est d'être davantage en extérieur et dans la nature. Et ce sujet, je ne vais pas le développer maintenant parce que ça va faire l'objet de la prochaine vidéo où je vais parler de l'origine de nos besoins de reconnexion à la nature. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à regarder la prochaine vidéo que tu trouveras très bientôt. La cinquième façon de prendre soin de soi, c'est se détacher de notre identification au mental. Et pour ça, je te recommande la lecture du petit livre de Eckhart Tolle
qui est la mise en pratique de l'instant présent ou du moment présent, qui explique très bien cela avec plein d'exercices pratiques. Par exemple, pour moi, c'est être attentive au quotidien, à ce que mon ultra-perfectionnisme ne m'empêche pas d'agir en voulant absolument viser la perfection à tout prix, ce qui finalement empêche d'agir parce que ça peut engendrer le fait de ne jamais se sentir assez à la hauteur. C'est être attentive donc à déjouer cela et être consciente dans tout ce que je fais de faire juste ce qu'il faut pour ne pas tomber dans un stress important que mon mental pourrait générer. Et on en revient donc à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire prendre soin de soi, c'est aussi être attentif à nos pensées et à nos actions. Je pense que vous entendez la cloche de l'église qui n'est pas loin, je suis désolée, mais voilà, il est l'heure et je pense que 7 coups vont sonner puisqu'il est 19h. Désolée pour cette petite parenthèse. Alors, il y a une autre façon aussi de prendre soin de soi qui m'est très chère, c'est s'offrir des temps de solitude. Et aussi s'offrir des temps de rien. Alors, ce sont deux choses un peu différentes. Moi, je combine les deux. Mais c'est vrai qu'on peut aussi s'offrir des temps de rien en famille, en couple. Et on peut aussi s'offrir des temps de solitude pour faire quelque chose. Alors, c'est s'offrir en tout cas un temps à soi, s'offrir un temps de retrait, un temps d'intériorité, ça peut aussi être un temps de détente, voire d'ennui. En tout cas, s'offrir un petit laps de temps chaque jour, quotidiennement, est très important, puisque cela permet de se rendre plus disponible aux autres, sans se laisser happer par les autres, qui peuvent parfois nous pomper l'énergie. Donc ces temps à soi sont très importants pour se recentrer, être stable, retrouver son équilibre et son intériorité. Et c'est aussi une pratique qui finalement, de nouveau, est un moyen de modifier notre perception du temps dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est une façon de sortir de cette injonction au productivisme. Alors pour ma part, je m'accorde régulièrement des temps de retraite, plus ou moins longs. Ça peut être une journée, ça peut être plusieurs jours, voire plusieurs semaines, où je m'extrais de l'agitation sociale pour être davantage au contact de la nature, mais aussi parfois pour être davantage au contact de mon inspiration pour un projet. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur cette idée d'école d'écologie personnelle, de vivre l'essentiel, eh bien, je me suis isolée dans les Alpes pour pouvoir me concentrer sur ça, parce que je sais que quand je suis en contact direct avec la nature, je suis beaucoup plus inspirée, créative et productive. Et puis je m'accorde aussi de temps en temps des voyages en solo, parce que c'est un moyen extraordinaire d'aller à sa propre rencontre. Et j'ai d'ailleurs écrit plusieurs articles sur le sujet pour le magazine en ligne Féminin Bio. Et je viens de sortir un carnet d'auto-coaching à destination des femmes qui rêvent d'oser voyager seules. J'ai rédigé ce carnet pour la communauté Women Solo Travelers. Vous trouverez d'ailleurs facilement le lien vers la présentation de ce carnet d'auto-coaching si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, qui est une façon de prendre soin de soi, c'est simplifier son quotidien pour se concentrer sur l'essentiel. Je termine par ce point, mais en fait, pour moi, ça a été la première étape de la transformation vers un mode de vie où j'ai pris soin de moi. Je pense que c'est la première étape, car simplifier son quotidien, cela sous-tend modifier votre perception du temps. Cela veut dire trier tout ce que contiennent vos journées comme activités, comme relations, comme tâches, comme projets. Cela veut dire observer comment vous distribuez votre énergie et votre temps, qui sont des biens très précieux et que vous ne pouvez pas récupérer une fois que vous les avez disséminés, dispatchés, que ce soit consciemment ou inconsciemment, parfois dans des choses absolument futiles qui finalement ne vous importent pas. Cela veut dire faire passer en premier vos priorités et pour cela être capable de les identifier du superflu. C'est uniquement quand j'ai commencé à faire ce travail de simplification de mon quotidien pour aller à l'essentiel que j'ai réellement réussi à intégrer le reste, c'est-à-dire
tous les points que nous avons vus avant dans mes journées sur la durée. C'est la raison pour laquelle ma première formation, qui s'intitule Retrouver l'essentiel, se concentre sur cette étape-là. Apprendre à prendre le temps, apprendre à identifier vos essentiels, alléger votre quotidien du superflu et retrouver la liberté de vivre l'essentiel en vous réappropriant votre agenda. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous ces 7 façons de prendre soin de soi qui, je le redis, à mon sens, sont toutes complémentaires. Je pense qu'il ne s'agit pas d'en prendre une et de la pousser à l'extrême, mais au contraire de trouver le juste équilibre entre ces différentes façons de prendre soin de soi qui nous apportent des choses absolument diverses et variées dont nous avons besoin et qui forment un des piliers de vivre l'essentiel. Je te remercie pour ton écoute, merci infiniment. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce partage. Si tu as autour de toi des personnes à qui cela pourrait faire du bien de voir cette vidéo, je t'invite à lui partager. Et je te souhaite que cet été soit pour toi l'occasion de commencer à prendre soin de toi ou de continuer dans ce cheminement que tu as peut-être déjà commencé. J'espère que cette vidéo t'aura donné des idées et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo sur le pilier se relier à la nature, dans lequel je vais aborder l'origine de notre besoin de reconnexion à la nature. À très vite!